Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'En Direct. Dans ce nouveau podcast, nous vous proposons d'écouter l'interview de Luc Dupuis, chercheur spécialiste de la sclérose latérale amyotrophique, également appelée SLA ou maladie de Charcot. Lauréat du prix Bettencourt Coup d'élan pour la recherche française de la Fondation Bettencourt-Schuller, il répond à nos questions sur la maladie et nous présente ses travaux. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Donc moi, je suis directeur de recherche à l'INSERM et je dirige un laboratoire INSERM qui est situé à Strasbourg et qui compte une trentaine de personnes et qui travaille exclusivement sur la sclérose latérale amyotrophique, la SLA, et la démence frontotemporale, la DFT, qui sont deux maladies en fait avec des symptômes différents mais des mécanismes communs. Alors du coup, la maladie de Charcot, qu'est-ce que c'est ? Alors, donc, la maladie de Charcot, son nom scientifique, c'est la sclérose latérale amyotrophique. Tout est dans le nom. Sclérose latérale, d'un côté, amyotrophique de l'autre côté. Amyotrophique, ça veut dire amyotrophique, c'est-à-dire qu'il y a le muscle, on perd du muscle. Et en fait, ça, c'est dû au fait que les neurones qui contrôlent les muscles dégénèrent. Donc, c'est ce qu'on appelle les motoneurones qui sont situés dans la moelle épinière. Et ces motoneurones sont ceux qui nous permettent de contrôler nos muscles grâce à notre cerveau. Et donc ces neurones-là dégénèrent et du coup les muscles sont à l'arrêt et ils s'atrophient. D'où l'amyotrophie. Et sclérose latérale, c'est l'autre type de neurone qui est particulièrement impliqué. C'est en fait, il y a ce qu'on appelle une sclérose latérale des cordons latéraux de la moelle épinière. Et en fait, c'est là où passent les neurones qui viennent du cortex moteur, qui est une région du cerveau, qui contrôle le mouvement. Donc en fait, ces neurones-là dégénèrent aussi dans la SLA. Il y a les deux neurones qui contrôlent le mouvement, c'est-à-dire le neurone cortical et le neurone spinal qui dégénèrent. Et la résultante, c'est que le patient progressivement perd ses fonctions motrices. La plupart du temps, les fonctions intellectuelles sont préservées, ce qui rend la maladie assez terrible. Dans certains cas, il y a des patients qui se retrouvent en locked-in avec leur capacité intellectuelle totalement préservée, mais une perte progressive de toutes les facultés motrices et donc une vie quotidienne qui devient impossible. Et généralement, le décès de ces patients arrive la plupart du temps 2 à 5 ans après le début des symptômes. Et en fait, le décès, il arrive la plupart du temps quand les muscles respiratoires sont affectés. Ou alors quand les muscles qui permettent de manger, il y a souvent des fausses routes, des choses comme ça. C'est une maladie qui est rare, mais pas si rare. C'est la plus fréquente des maladies rares. C'est-à-dire qu'on a les patients qui ont une SLA, généralement, ça commence vers 60 ans. Parfois, ça peut être un peu avant. Il y a certaines formes, notamment celles qu'on étudie nous au laboratoire, qui peuvent commencer à 20, 25 ans. Il y a des formes très très jeunes et on est en train d'identifier un certain nombre de gènes, notamment dans des formes très précoces. Il y a même des formes juvéniles où des enfants sont touchés. Donc, mais bon, c'est très rare. La plupart des patients SLA ont 60, entre 55 et 65 ans au moment du début des symptômes. Oui. Décès de 2 à 5 ans. Donc je vous disais, c'est une maladie qui est rare, mais qui n'est pas si rare. On estime qu'il y a à peu près 6 à 8 000 patients en France. D'accord. À un temps T. Mais 6 à 8 000 patients, c'est aussi à mettre en rapport avec le fait que ces patients décèdent très rapidement et que donc il y a à peu près 3 000 nouveaux cas de SLA tous les ans. Donc ça veut dire qu'il y a 3 000 décès de patients SLA tous les ans. C'est à peu près autant de gens qui meurent de SLA que de gens qui meurent d'accidents de la route. Globalement, c'est partout pareil dans tous les pays occidentaux, entre 2 et 4 nouveaux cas pour 100 000 habitants dans tous les pays du monde. La maladie est légèrement différente en Asie et en fait on s'aperçoit que c'est pas forcément les mêmes gènes. C'est-à-dire que la maladie est plutôt, elle progresse un peu plus lentement en Asie, mais globalement ça reste à peu près le même type d'épidémiologie. D'accord. Alors, concernant les symptômes... Les symptômes, en fait, comme je vous disais, c'est les motoneurones qui meurent. Donc, ça dépend de quel motoneurone meurt. C'est pas toujours les mêmes selon les patients. Donc, on va avoir, pour certains patients, des symptômes qui vont être des symptômes au niveau des jambes. Et donc, souvent, c'est... pour ces patients-là, c'est souvent, par exemple, des chutes dans les escaliers ou une faiblesse des jambes qui apparaît et des chutes, en fait.
Ça, c'est souvent le premier symptôme pour les patients qui sont atteints au niveau des jambes d'abord. Pour ceux qui sont atteints au niveau des mains d'abord, c'est parfois des difficultés dans la prise, la main qui a des faiblesses au niveau des mains, dans l'écriture. Et puis, vous avez toute une partie donc ça, c'est ce que je viens de vous décrire là, début au niveau des membres, c'est à peu près 80% des cas. D'accord, oui. Et puis, il y a entre 20 et 30% des cas qui sont ce qu'on appelle des débuts bulbaires, où là, c'est les muscles de la face qui sont atteints, ou de la déglutition. Et donc ça, c'est des patients qui vont commencer à avoir des problèmes d'abord de parole, par exemple, l'élocution qui est un peu pâteuse au début, et puis ça s'aggrave, etc. Combien de temps il faut à peu près pour diagnostiquer en moyenne? Est-ce que c'est facilement diagnostiqué aujourd'hui? L'errance diagnostique s'est raccourcie. Maintenant, on est plutôt vers entre 6 mois et 1 an pour le diagnostic. D'accord, ça s'est raccourci sur la dernière décennie ou... En fait, ce qui se trouve, c'est que depuis 15 ans, et là maintenant c'est très très bien structuré, on a une filière de soins spécifiques pour les patients SLA. D'accord. Ça, c'est vraiment un point sur lequel il faut insister. Les patients SLA sont, en France, on a, je crois que c'est 15 centres, une quinzaine, on va dire, de centres de référence et de compétences SLA. Et c'est extrêmement important que les patients SLA soient identifiés et suivis dans les centres de compétences SLA. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, ils reçoivent des soins qui sont spécifiquement adaptés à leur maladie, notamment en termes de rééducation physique. Il y a beaucoup de kinés. Oui. Et aussi en termes de nutrition, parce que c'est vrai que depuis une dizaine d'années, on sait que la nutrition est un facteur extrêmement important pour le pronostic. Il y a 25 ans, quand j'ai commencé à travailler sur la SLA, la survie moyenne, c'était 18 mois. Là, maintenant, on est plutôt à 3-4 ans. C'est-à-dire qu'on a doublé, voire un peu plus, la survie du patient SLA, simplement, alors qu'on n'a pas de traitement étiologique, mais simplement avec un meilleur suivi et surtout des soins spécialisés. Maintenant, la maladie est beaucoup mieux connue, et ça, c'est important parce qu'on est structuré en filière de soins. Il y a aussi une harmonisation des pratiques au niveau des soins sur tout le territoire national. Le diagnostic, il est généralement fait, en fait, les centres reçoivent les patients qui ont une suspicion de diagnostic SLA. Et alors, en termes de traitement, où on en est aujourd'hui ? Il faut vraiment distinguer deux situations. Il y a ce qu'on appelle les SLA sporadiques, qui n'ont pas de gène connu, et puis il y a les SLA génétiques, pour lesquels le gène est connu. Pour la plupart des SLA, il y a des traitements qui améliorent la survie de quelques mois et qui sont pas très convaincants. Enfin, les patients sont rarement très convaincus des effets, mais bon, ces effets sont cohérents. Il y en a un, notamment, c'est le riluzole. Tous les patients en France sont sous riluzole. Et c'est vrai que, quels que soient l'essai clinique, le riluzole a amélioré la survie. Maintenant, c'est quelques mois, donc c'est pas grand-chose. Il y a d'autres traitements qui sont en cours d'essai. Il y a notamment des traitements qui ont donné sur des aspects, sur des populations de patients très précoces, qui ont donné des effets. Pour l'instant, c'est pas encore autorisé en Europe. D'accord. Donc ça, c'est pour les sporadiques, c'est-à-dire où les gens dont on ne connaît pas la cause. Très récemment, en juin, on a eu un congrès en Écosse où on nous a annoncé les résultats d'un essai clinique génétique sur une forme de SLA qui est le gène SOD1. Et là, tout le congrès a bruissé pendant des jours avant la communication, parce que moi j'avais des collègues cliniciens qui me disaient c'est la première fois que je vois des patients qui améliorent leur force musculaire. Donc là, effectivement, sur ces formes-là, sur ce gène-là, je pense qu'on a quelque chose de très prometteur, et on va pouvoir avoir des vrais traitements qui ralentissent la maladie, voire qui la réversent. Mais c'est une forme spécifique parce que c'est un traitement qui cible la protéine mutée. Et ça représente combien de personnes par rapport à l'ensemble ? C'est 1% des cas de SLA. Ouais. C'est 20% des formes familiales, mais c'est 1% des cas de SLA. C'est quand même, voilà. Pour nous, c'est très significatif parce que la recherche, là, a vraiment fait son travail. Donc, moi, je pense que dans les 5-10 ans qui viennent, à peu près toutes les formes génétiques vont avoir droit à ce genre de traitement. Pour l'instant, ça marche sur SOD1, d'autres vont arriver. Et peut-être qu'il y aura des choses du même style dans les formes qui sont
pour l'instant considérés comme non génétiques, mais à voir. D'accord. Donc ça, c'est pour le traitement, effectivement. Après, il y a aussi des traitements qui sont pas des traitements médicamenteux, et notamment les traitements nutritionnels. Ça, c'est quelque chose que nous, on a fait depuis une vingtaine d'années. On avait montré que les modèles de souris vivaient plus longtemps quand on leur donnait un régime gras. En fait, quand on leur donnait à manger beaucoup de calories. Et l'année dernière, on a montré la même chose chez le patient. Alors, ça marche pas chez tous les patients, mais ça marche chez les patients qui progressent rapidement. Et on est en train de refaire un essai clinique pour définir chez quelle population de patients ça peut le mieux marcher. Mais clairement, dans tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut faire très attention à la perte de poids chez les patients. Et prévenir cette perte de poids, parce que cette perte de poids, elle précipite le décès. Donc ça veut dire qu'il y a des traitements médicamenteux qui sont ce qu'ils sont, qui sont pas extrêmement efficaces, etc. Il y a les traitements géniques pour certaines formes qui commencent à être mises en route. Et puis, il y a tout l'accompagnement, que ce soit accompagnement nutritionnel, mais aussi rééducation, etc., qui aussi ont des effets qui sont au-delà du symptôme, au-delà du traitement symptomatique, mais qui sont des effets d'augmentation de la durée de vie et de la qualité de vie des patients, ce qu'on cherche. Et alors, pour revenir plus précisément sur vos travaux... Donc nous, notre labo, qu'est-ce qu'on fait ? On travaille sur la maladie dans tous ses aspects. C'est-à-dire qu'on cherche d'abord à comprendre les causes. Donc on a tout un programme de génétique de la SLA et on identifie des nouveaux gènes. Donc ça c'est un travail qui continue. On en a identifié un il n'y a pas longtemps. C'est un travail qui continue, qui est important parce que on a probablement des dizaines et des dizaines de causes de SLA qui sont encore inconnues, qu'il faut arriver à comprendre pour qu'on puisse proposer éventuellement de la médecine personnalisée à ces patients dans quelques années. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait. Oui. Deuxième chose qu'on fait, on se focalise sur la compréhension de certains mécanismes dans des formes familiales et notamment les formes les plus sévères. Disons qu'il y a beaucoup de causes de SLA et nous, on se focalise sur une cause de SLA familiale qui est un gène qui s'appelle FUS. On a choisi celui-là parce que c'est des formes très très sévères et progressant très rapidement. Et donc nous, on s'est positionné sur ce gène-là parce que on s'est dit que le gain thérapeutique était probablement le plus important pour des patients qui ont un espoir et qui commencent la maladie à 20 ou 30 ans. On a développé des modélisations animales et grâce à ces modèles animaux, on a pu mettre en place une stratégie de thérapie génique. En fait, on a obtenu effectivement une preuve de concept, pas avec une thérapie génique, mais avec des croisements génétiques, bref, des choses qu'on peut faire chez la souris, mais pas chez l'homme. Et on est en train, nous, de développer un programme de thérapie génique pour cette forme-là spécifique, grâce à nos travaux précédents chez la souris. Donc ça c'est la deuxième partie du labo. Donc première partie, c'est comprendre la génétique. Deuxième partie, c'est une fois qu'on a les gènes identifiés, c'est comprendre pourquoi la mutation provoque la maladie et finalement comment on peut corriger les effets. Et ça, c'est ce qu'on a fait pour FUS et on en est au stade préclinique, c'est-à-dire qu'on est en train de faire les vecteurs viraux. On va les tester chez la souris et une fois qu'on les aura testés chez la souris, si ça marche, on va chez l'homme. Et la troisième partie du labo, c'est une partie qui essaye de comprendre l'origine des symptômes de la SLA, pas forcément dans les formes familiales, en général. Et on essaye de comprendre différents symptômes et notamment un des symptômes qui nous intéresse beaucoup, c'est la perte de poids. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que la perte de poids, c'est probablement le premier symptôme des patients. En fait, ils commencent à perdre du poids probablement 15 à 20 ans avant le déclenchement de la maladie. Ah oui. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on pense que les thérapies nutritionnelles sont intéressantes. Donc, on essaye de comprendre avec nos modèles animaux, avec des études chez l'homme aussi, quelle est l'origine de ça, et on se focalise notamment depuis quelques années sur une région du cerveau qu'on a identifiée qui semble importante pour la perte de poids, qui est l'hypothalamus, qui est une région qui est en fait la région où le cerveau dialogue avec le reste de l'organisme. Et on a identifié dans cet hypothalamus un certain nombre de neurones qui sont importants pour la perte de poids dans la maladie. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est comprendre comment on peut, manipuler ces neurones pour ralentir la perte de poids, avec l'idée qu'en ralentissant la perte de poids, on va aussi améliorer la survie. Sur la dernière partie, notamment la perte de poids, Oui. on a eu notamment le soutien de la Fondation Bettencourt Oui. pour pouvoir acquérir
un magnifique microscope qui nous sert pour étudier le rôle de ces différents neurones. C'est dans ce cadre-là, avec ce projet-là sur la perte de poids dans la maladie de Charcot, que j'ai été lauréat de la Fondation Bettencourt pour pouvoir acquérir ce microscope qui sert à notre équipe, mais qui sert aussi à d'autres équipes. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur la maladie de Charcot, sur tout ce qu'on a dit ? Non, moi, il y a quelque chose en fait, je suis toujours très surpris qu'en France, il y ait une perception de cette maladie. Finalement, les gens la connaissent pas. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est très français, parce que vous avez aux États-Unis, en Angleterre, il y a une grande connaissance de cette maladie. Probablement parce qu'il y a des gens célèbres qui en sont décédés. Et je trouve, s'il y a un message à dire, c'est que cette maladie est pas honteuse et que on a besoin d'une mobilisation aussi pour que le grand public la connaisse, parce que je comprends pas pourquoi cette maladie est moins connue finalement que des maladies qui sont aussi fréquentes et qu'elle. Et je trouve qu'il y a un besoin d'une prise de conscience, notamment en France. C'est vraiment très très français ce que je vous dis là. Oui. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est qu'à un moment, je comprends pas pourquoi, spécifiquement en France, on sait que y a des gens qui ont été affectés de SLA, mais quelque part, qu'il n'y a pas d'implication, notamment de personnes médiatiques, qui permettraient une prise de conscience. On a eu récemment, par exemple, j'étais content de voir qu'il y avait notamment l'ancienne Miss France qui s'est impliquée parce que son papa, je crois, est décédé de SLA. Et on a besoin de relais médiatiques pour mieux faire connaître cette maladie, parce qu'effectivement, il y avait Clémentine Célarier qui n'a pas été directement touchée, mais qui est beaucoup impliquée aussi. Et c'est vrai qu'on a un déficit d'exposition sur cette maladie, dont la connaissance par le grand public n'est pas en relation avec le nombre de cas qui existent et les dommages que ça fait. Le grand public finalement connaît beaucoup mieux certaines maladies qui sont beaucoup plus rares que la SLA. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau podcast.